Bonjour. En 1987, je suis venu en France pour apprendre le français. Je devrais rester 2 mois. 30 ans plus tard, je suis toujours en France et j'apprends toujours le français. Ceci dit, entre-temps, je fais une maîtrise, un 2A, toujours ici à Paris, une thèse de doctorat et même une habilitation à diriger des recherches. Ma thèse de doctorat portait sur le développement de la médecine vétérinaire au Moyen-Âge, et plus spécifiquement la médecine liée à la santé du cheval. En effet, comme vous le savez, le cheval, c'est un animal qui était extrêmement précieux au Moyen-Âge, qui coûtait très cher et qui a la santé assez fragile. Donc l'homme médiéval a développé toute une santé qui lui est propre. Plusieurs de ces traités médiévaux spécifiques au cheval sont illustrés et très rapidement, je me suis posé la question, est-ce qu'on m'entend bien en fait? Et je me suis posé la question sur l'utilisation de cette image, comment le lecteur médiéval pouvait utiliser cette image dans ces traités scientifiques. Contrairement à ce qu'on peut lire là dans certaines études, cette image n'était pas là pour éclairer les textes. Prenons un exemple. Quand on voit un cheval par terre avec un personnage qui est en train de lui faire enseigner sur le poitrail, on peut comprendre le sujet général, mais on ne peut pas savoir pourquoi enseigner et pourquoi sur le poitrail et pas ailleurs. Donc il faut lire les textes. Mais une fois que nous avons lu les textes, que nous avons compris les textes, on peut comprendre l'image, mais l'image n'est plus là pour nous aider à éclairer les textes. Donc à partir de ce constat-là, je commençais à me poser des questions sur les réelles fonctions de l'image. Aujourd'hui, je vais vous en parler de 2. Sur ce que j'appelle moi le garde-page visuel et sur une fonction didactique. La première fonction, comment elle marche? Les textes médiévaux donc, sont copiés dans des manuscrits qui sont les textes copiés les uns après les autres. Il n'y a pas de numéros de pages, il n'y a pas d'index, il n'y a pas de table de matière. C'est très difficile de retrouver un passage précis. Tandis que quand on lit les textes, quand on regarde l'image qui se trouve à côté du texte, on peut beaucoup plus facilement, une fois le livre fermé, retrouver les passages qui nous intéressent en cherchant non à partir du texte, mais à partir de l'image. Mais pour que l'image puisse fonctionner comme un outil à la recherche, ce n'est pas toutes les images qui peuvent le faire. Il faut qu'elles soient très simples. Prenez un exemple, les images dans les métros, les images publicitaires sont toujours extrêmement simples et ce sont des images qui véhiculent extrêmement peu d'informations. On sait par les expériences modernes en neurosciences qu'une image qui véhicule plus de cette information, elle est entièrement et tout de suite zappée par notre mémoire. On ne peut pas la retenir. Or, toutes les images dans les manuscrits scientifiques grecs véhiculent entre 2 et 3 informations, jamais plus. Ce qui veut dire que les Grecs savaient, par expérience, que pour une image, pour qu'elle puisse être retenue par notre mémoire, il fallait qu'elle soit simple. Comme aussi, ils utilisaient des couleurs extrêmement vives pour attirer l'attention ou des formes extrêmement extravagantes, de nouveau pour pouvoir imprimer les images dans notre mémoire. Du fait que ces images possèdent des capacités mnémotechniques extraordinaires, on les a utilisées aussi comme outils didactiques, dans l'enseignement. Tout à l'heure, notre collègue Santiago Aragon nous parlait du support visuel au XIXe siècle dans l'enseignement. Il faut savoir que depuis l'Antiquité, depuis Aristote, on utilise des images dans l'enseignement. Aristote lui-même le faisait dans ses cours au lycée avec des images zoologiques. On l'a fait par la suite à Alexandrie dans les cours en médecine ou au Moyen-Âge. On a même des savants byzantins qui nous disent qu'ils ont eux-mêmes fabriqué des images exprès pour l'enseignement. Donc voilà, pendant mes recherches depuis ma thèse de doctorat, 2 fonctions de l'image que j'ai pu mettre en avant. Mais en fait, jusqu'à présent, j'ai travaillé sur différents domaines, les uns après les autres. D'abord la médecine vétérinaire, ensuite d'autres domaines scientifiques. Mais c'est ce qui manquait jusqu'à présent, et c'est le projet que je compte lancer à partir du mois de septembre, c'est une vision d'ensemble. Qu'est-ce qui différencie l'illustration scientifique des autres images, de l'image religieuse ou de l'image profane? Et partant de ces constats, avec différents autres collègues qui se trouvent un peu partout dans le monde, nous sommes en train de mettre en avant une base de données dans laquelle on va insérer les images déjà connues,
plus visualiser d'autres images, d'autres manuscrits grecs qui sont inédites, pour pouvoir travailler en collaboration, tous ensemble, et pour pouvoir comparer visuellement différentes images. On va comparer avec des images zoologiques, et zoologiques parce que du coup, grâce à cette fusion, on peut non seulement comparer les images grecques médiévales, mais aussi aller les comparer avec la collection de Aix-Paris VI, donc de Sorbonne Université, pour pouvoir aller plus loin encore dans nos analyses. Ce projet, je l'appelle « Voir, c'est savoir ». Voir, c'est savoir, c'est la dernière phrase du dernier livre de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, il est connu pour ses restitutions des monuments médiévaux en France. Il a certes fait certaines erreurs dans ses reconstitutions, mais il a le mérite d'avoir relancé les études médiévales en France. Et c'est ce que je voudrais, in fine, à travers ces projets, ce n'est pas de relancer les études médiévales en France, mais de donner à voir un autre Moyen-Âge à travers, par le biais de l'image scientifique, par le biais de la science. Car le Moyen-Âge, même encore à notre époque, c'est une période historique où on a une image un peu négative. Je lisais encore il n'y a pas si longtemps, il y a l'image véhiculée du pauvre moine qui est en train de brûler des manuscrits, des livres païens, qui est en train de brûler Aristote ou Platon ou que sais-je. Le Moyen-Âge n'était pas que ça. Loin de là, ils ont développé toute une science, ils ont fait beaucoup, je n'aime pas le terme progrès, mais ils ont fait énormément de progrès sur plusieurs domaines scientifiques. Et c'est à travers ces projets, j'aurais bien aimé remettre à sa juste place cette période historique.